Bonjour et bienvenue à notre émission The Big Picture. C'est l'émission qu'on fait 4 fois dans l'année, Oui, tous les 3 près. mois. Oui. C'est donc une émission spéciale pour vraiment analyser les marchés, vraiment prendre la hauteur et regarder les grandes tendances et chercher un peu la direction du marché. Laurent me disait avant l'émission que c'était aujourd'hui très difficile de faire cet exercice. Oui. Parce que les marchés sont très nébuleux, c'est très opaque. Oui, mais tu absolument. as tiré des conclusions. D'ailleurs, je n'ai pas dit bonjour Laurent. Bonjour Falco. Bienvenue à cette émission The Big Picture. Je suis ravi de vous retrouver. C'est un exercice qui est toujours très périlleux parce que The Big Picture, c'est pas juste vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé en regardant dans le rétroviseur. Non. C'est essayer de se projeter dans l'avenir et ça, c'est compliqué. Alors, il y a deux émissions. Tu nous fais rêver, Laurent. Il y a deux émissions qu'on fait avec Falco où on se projette. Oui. La première, c'est Elliott. Ah, notre ami. Celle-là, elle a lieu une fois par mois. Oui. Et puis The Big Picture, c'est tous les trimestres pour essayer de débroussailler un petit peu les choses, essayer de comprendre quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre. Et souvent, quand je commence cet exercice, je ne sais pas en fait où je vais arriver. Parce qu'en fait, c'est comme une recherche, tu vois. Donc, non, mais je n'ai pas en tête des conclusions que je cherche à prouver. En fait, je ne sais pas ce que ça va donner. Et le résultat est parfois étonnant. Et je dois dire que ce que je crois percevoir, en toute humilité, et je peux me tromper, est assez étonnant. C'est pas forcément à ça, moi-même, que je m'attendais. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Laurent. On va regarder évidemment les grands indices, la performance, et on va se projeter pour l'avenir. Et on va regarder aussi l'euro-dollar. On va parler de métaux précieux. On va parler de tout. Il y en a plein de choses qu'on va attaquer et analyser dans cette émission. Donc, restez avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la petite cloche grise à côté de laquelle il y a écrit doute. Et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser le pouce vers le haut. On démarre tout de suite. Alors, on va commencer cette émission avec un passage en revue des grands indices. Et on commence avec l'Asie. L'Asie, explique-nous. Oui, on commence avec l'Asie parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'Asie. Et ça performe très bien de l'autre côté de la planète. Alors, je me suis dit, rendons justice à ce continent, à cette zone éloignée qui pourtant, d'un point de vue boursier, est loin d'être négligeable avec... en tête de gondole, en leader incontesté, tout en haut, la Corée du Sud avec 41% de progression exactement depuis le début de l'année. Alors, hors effet de change, je ne me suis pas amusé à traduire ces performances, en tout cas pour l'Asie, en euros, mais c'est déjà juste pour vous donner des idées de ce qui se passe en Asie. C'est fort intéressant. Séoul, Kospi, plus 41%. Hong Kong, plus 30,37%. D'ailleurs, Falco, regarde ce que je vais faire. Je vais zoomer. C'est pas vrai. Voilà, comme ça. Allez, je vais même encore zoomer plus. Comme ça, vous allez vraiment... zoome dans les marchés, vous voyez. Voilà. On va voir exactement ce qui se passe. Donc, Hong Kong, 30%. Le Japon, plus 13%. Singapour, plus 12%. Le Shanghai Composite chinois, plus 12%. Taïwan, plus 10%. Et le dernier de la classe, c'est qui, Laurent? des majors, c'est le Nifty 50 indien, plus 4,27%. Donc, premier élément d'information à mettre dans un coin de votre tête, regardez un petit peu ce qui se passe du côté de l'Asie. Il n'y a pas que les indices européens, il n'y a pas que le Nasdaq 100, il se passe d'autres choses sur la planète bourse. Et l'Asie fait clairement partie des zones sur lesquelles je pense qu'on devrait avoir une petite exposition. On continue avec l'Europe. Alors, ça aussi, ça vaut quand même le détour parce que on nous parle tous les jours des méga deals qui sont faits entre les GAFAM. J'ai nommé Oracle, Google, Amazon, Meta, OpenAI, etc., Intel. Bref, on voit beaucoup de nouvelles sur la tech américaine, mais qui nous parle de la Grèce avec ses 44%, avec ses 44% de hausse en 2025, en euros en plus. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors, la Grèce, plus 44%, Madrid, plus 32%, le Portugal, plus 25%, l'Italie, plus 23%. C'est clairement l'année de l'Europe du Sud.
le DAX plus 19%, l'Angleterre plus 14%, la Belgique plus 13%, les Pays-Bas plus 8% et malheureusement, je suis obligé de vous annoncer que le CAC 40 est bon dernier parmi ses pairs européens avec une maigre performance de 7,8%. Donc, deuxième leçon, arrêtez de regarder le CAC et que les actions françaises. Il y a des très beaux dossiers ailleurs. Alors oui, il faut travailler un peu plus parce que ce sont des sociétés que vous connaissez forcément moins, mais il y a quand même des performances vraiment très très intéressantes avec évidemment la Grèce qui est vraiment étonnante cette année. Donc ça c'est le deuxième tableau que je trouve très intéressant, toujours depuis le 1er janvier, c'est la revanche de l'Europe du Sud. Excellent, la revanche de l'Europe du Sud. On va passer maintenant à l'autre côté de l'Atlantique avec les marchés américains. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, puisque c'est les semi-conducteurs qui mènent la danse, avec le SOX de Philadelphie à 26,8% de hausse depuis le début de l'année. Ensuite, j'ai un indice des 7 magnifiques en hausse de 19%, le Nasdaq 100 depuis le début de l'année 17%, le S&P 13%, le Russell 2000 des small cap 10%, le Dow Jones Industrial 8,9%, le S&P équipondéré, et ça c'est très intéressant, 8,06%. Ah oui. Donc c'est vraiment pas du tout époustouflant comme performance. Et si ces 8%, tu les traduis, on va le voir après, avec l'euro, c'est catastrophique. Pas du tout la même chose. Exactement. Ouais. Et le Dow Jones Transportation, moins 0,8%. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, on peut tirer une première conclusion de ce qui se passe depuis 9 mois aux États-Unis en 2025, c'est le règne de la tech. Et on repart sur le credo sur lequel on était en 2024 et en 2023. Vous sortez la perf de la tech du S&P et ça se voit très bien avec le S&P équipondéré. La performance, elle n'est vraiment pas extraordinaire. Et ça, c'est sans l'effet dollar qui a été très faible. Donc pour un investisseur européen, attention. Donc en conclusion, sur les indices US, les semi-conducteurs, les Nvidia, les Broadcom, les Micron et même les Intel, qui dernièrement a bénéficié donc, de plusieurs nouvelles favorables, eh bien, c'est le secteur qui tracte la bourse américaine, qui tracte Wall Street à la hausse avec tous ces deals sur les data centers, sur l'intelligence artificielle, Apple qui noue des partenariats avec Google, Oracle qui noue des partenariats avec OpenAI, enfin, tout ce petit monde fait des méga deals entre eux et ça fait évidemment monter les marchés. Donc les semi-conducteurs en 2025, Falco, il ne fallait pas les ignorer, sinon tu aurais eu dans ton portefeuille une bien maigre performance. Merci Laurent, on va continuer avec les matières premières. En fait, qui est le grand gagnant dans ce secteur? Alors, j'ai envie de te dire, c'est l'or. C'est l'or? Eh ben non. Ben non, c'est quoi? Eh ben non. Regarde, l'or, il a mis en place un maigre 45% de hausse, alors que le platinum est monté de 80%. Voilà, donc ça aussi, il faut arrêter de parler de l'or tout le temps. Regardez le silver, plus 62% depuis le début de l'année. Donc, il y a vraiment les précieux qui montent de manière très significative. Le palladium, plus 43%. Le cuivre, plus 21%. Le segment matières premières à travers le S&P Goldman Sachs Commodity Index, plus 10,4%. Le Brent, là par contre, moins 9%. Et le gaz naturel, moins 10%. Donc, ça veut dire que du côté des matières premières, deux compartiments qui sont à l'opposé l'un de l'autre. D'un côté, les métaux précieux et industriels qui sont vraiment en forte hausse, et de l'autre, toujours ce secteur énergie qui est à la traîne à travers le pétrole et l'énergie. Et là encore, il faut arrêter d'avoir des œillères.
il faut regarder ailleurs que sur le gold. Alors c'est vrai que le gold, il attire toute la lumière. On parle, même dans cette émission, je le reconnais, et c'est un tort, on parle très peu du platinum. Et pourtant, le platine, on devrait, ben oui, parce qu'un bull market, c'est un bull market. Et 1 euro investi sur le platinum vaut autant qu'un euro gagné sur l'or. Donc il mérite absolument le silver et le platinum, qu'on revienne un petit peu dessus. D'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'expliquer dans l'une de nos prochaines émissions. Ah bah avec plaisir, mon cher Laurent. À quoi sert le platinum? À quoi sert le platine? Qu'est-ce qu'on en fait du platine? Un nouveau émission, trouvé. Pourquoi pas? Pourquoi monte-t-il? Qu'est-ce qui tracte la demande? Exactement. La spéculation, les applications industrielles. Il y a peut-être toute une histoire à aller chercher. Tu vas le dire dans une prochaine émission, je le sais déjà. Bon, en tout cas, du côté des matières premières, l'énergie à la traîne, les métaux précieux en leader. Oui, mon cher Laurent, on va retourner maintenant aux actions américaines. Oui. Et parce que je me souviens encore, il y a 2-3 mois, en fait, c'était la fin des actions technologiques qui étaient en retard, ils étaient à la traîne. Ouais. Et après, comme chaque fois, il y a la renaissance. Non, je ne dis pas comme chaque fois, mais comme cette fois-ci, et déjà dans le passé plusieurs fois, ne dis pas la renaissance. Ça s'arrêtera un jour, Falco. Voilà, ça s'arrêtera un jour. Forcément un jour. Voilà, on aura. Voilà. Donc, c'est la renaissance totale, là, les actions de tech. Parce que là, tu compares quoi, en fait? Le Magnifique 7 contre le Equilibrated, donc équipondéré, c'est ça? Voilà, exactement. Et en fait, ce qu'on voit simplement ici, c'est que depuis début 2024, les 7 magnifiques surperforment le S&P équipondéré de 60%. Donc, encore une fois, il y a cette histoire de la tech américaine, de l'innovation technologique, de l'intelligence artificielle générative, qui est vraiment une très très grosse histoire sur les marchés, qui capte vraiment toute la lumière et attire la majorité des flux. On voit ces entreprises avec des capitalisations boursières qui sont astronomiques. On ne dira pas si c'est justifié ou pas. Je rappelle à tout le monde qu'on a fait une émission avec Denis Antoine sur l'intelligence artificielle. Absolument. Ce qu'on a vu ensemble, c'est que les acteurs majeurs de cette intelligence artificielle, c'est qui? C'est Microsoft, c'est Nvidia, c'est Meta, des sociétés qui font beaucoup de bénéfices trimestre après trimestre. Donc oui, peut-être qu'il y a effectivement de la spéculation, je ne dis pas le contraire, mais ça n'a rien à voir avec la bulle des dot-com en 2000, où effectivement là, c'était des sociétés qui étaient des startups et qui faisaient zéro bénéfice. Là, c'est exactement le contraire. Donc, les 7 magnifiques par rapport au S&P dans une phase ascensionnelle extrêmement puissante. Pourquoi je vous montre ce graphique? Parce que peut-être, je ne sais pas, on est sur un pic. Regarde, donc là, c'était en juillet 2024, on a fait ce petit pic et ensuite, je parle de force relative. Donc surperformance, sous-performance, et puis on repart en surperformance en décembre 2024 et on a ensuite de la sous-performance. Et là, on a une surperformance incontestable. Alors l'écart à la moyenne ici n'est pas excessif, ça veut dire que ça peut continuer de monter. Maintenant, on voit effectivement que là, on a peut-être, attendez, voilà, je zoome, peut-être un petit pic qui est en train de se former. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on a un pic qui est en train de se former? Ça veut dire qu'on va avoir un jeu de rotation sectorielle où les flux vont sortir, pas en totalité évidemment, mais il va y avoir une partie des flux qui va sortir des entreprises technologiques américaines qui sont chères et qui vont aller sur d'autres secteurs qui sont bien meilleurs marchés et qui peuvent donc attirer les investisseurs parce qu'ils se disent qu'il y a effectivement un potentiel de hausse qui est beaucoup plus intéressant à jouer. C'est typiquement ces stratégies long-short dont vous avez sûrement déjà entendu parler quand on dit je suis par exemple long sur la santé et short sur le Nasdaq 100, parce que sur la santé c'est un secteur qui s'est fait massacrer avec malgré tout des perspectives qui ne sont pas aussi abominables que ce qu'on pourrait croire quand on regarde le cours de bourse. Donc il y a des contrariens qui se placent et à l'inverse, vous avez des contrariens sur la tech qui se disent mais c'est super cher, donc le potentiel il est largement déjà réalisé et donc je vais faire ce travail long short. Voilà, en tout cas, ce que montre ce graphique, Falco, je vais dézoomer. Aïe, c'est pas ça que je voulais faire. C'est effectivement que la surperformance des valeurs de la tech bat son plein, mais pour combien de temps? Peut-être que
ça va encore durer jusqu'à la fin de l'année, mais il va y avoir un moment effectivement où les investisseurs vont commencer à réaliser qu'il y a d'autres dossiers, il y a d'autres histoires, que Nvidia est peut-être acheter, surjouer. D'ailleurs, on voit qu'elle a un petit peu de mal à continuer immédiatement sa hausse. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre Nvidia, mais ça veut simplement dire qu'il y a des arbitrages qui sont peut-être en train de se mettre en place. En tout cas, ce graphique de force relative nous montre clairement qu'il y a une lecture tout à fait recevable d'excès et peut-être de sous-performance à venir. La dernière fois qu'on s'est vu pour l'émission The Big Picture, il y avait les valeurs de value qui étaient en nette surperformance. Est-ce que c'est toujours le cas, mon cher Laurent? Alors, on passe en Europe et effectivement, là, c'est complètement différent puisque ce n'est pas les valeurs de croissance qui mènent la danse, c'est plutôt les values. Alors, vous avez ici depuis un an en rouge un indice MSCI Europe Value et vous avez en bleu un indice MSCI Growth. Et on voit qu'effectivement, c'est la value qui est plus forte, qui reste plus forte, même si en faisant le ratio de force relative entre value et growth, on voit que depuis le mois d'août, il y a un petit changement qui est en train de se produire, puisqu'on voit que la value est baissière par rapport aux valeurs de croissance. Le ratio plutôt est baissier. Ça veut dire que les valeurs de croissance soit montent plus vite que les titres value, soit que les titres value baissent et que les titres de croissance baissent moins, soit qu'on a les titres value qui sont flat et les valeurs de croissance qui montent un petit peu. En tout cas, il y a un petit changement. On ne peut pas encore tirer de conclusion de cette inflexion que l'on voit ici. Sur le fond, on a encore en Europe les titres value qui sont bien représentés dans les portefeuilles et à juste titre, puisque justement, ça performe très bien. Qu'est-ce que ça donne concrètement côté secteur? Alors, côté secteur, c'est un tableau que vous connaissez assez bien, puisque tous les mois, on fait ensemble l'analyse de la rotation sectorielle en Europe. Donc, depuis le début de l'année, les banques, 46% de hausse, les services et les biens industriels, plus 20%, l'assurance, plus 18%, les utilities, plus 15%, les secteurs oil and gas, plus 14%, tout ça c'est value, donc ça montre bien effectivement qu'on a ces secteurs qui pour le moment portent le marché européen avec, encore une fois, je l'ai déjà dit, je le répète, deux piliers. D'un côté, les financières et en particulier les banques qui sont vraiment très très fortes en ce moment, et puis l'industrie avec les titres, les valeurs de défense qui sont aussi très plébiscitées, qui l'ont beaucoup été, qui le sont un petit peu moins en ce moment, mais sur le fond, c'est vraiment les deux piliers sur lesquels repose la croissance des marchés européens en ce moment. Merci Laurent. Quelle est la situation d'analyse technique en fait du l'Eurostoxx 50 en ce moment? Eh bien, il est pas mal du tout. Regarde-le. Bah oui. Hein, quand on regarde, quand on prend la peine de le regarder pendant quelques secondes, on a l'impression que sur sa résistance, il a envie de la franchir. Ouais, il cherche. Hein, il cherche. Il cherche. C'est pas fait, mais on voit très bien. Il prend l'élan pour une troisième fois, c'est ça? Exactement. Donc on va voir s'il y arrive ou pas. Mais ce que j'aime bien, bon, alors au-delà des mots immobiles qui sont haussières, du MACD croisé, non, ce que j'aime bien, moi. Explique-nous, Laurent. Voilà, là, vous voyez très bien. Ce que j'aime bien, c'est ce redémarrage depuis un mois. Parce qu'on a eu cette bougie horrible. Déprimante. Englobante. Qui aurait pu nous faire croire que c'est fini. Que ça repart à la baisse. Moi, j'appelle ça une bougie d'initialisation. Elle initialise un mouvement. Tu vois, sauf que là, elle n'a rien initialisé du tout. Il y a eu une deuxième semaine de baisse, et puis toute petite, et on revient sur la résistance. Et quand on voit qu'effectivement, au contact de la résistance, il n'y a pas beaucoup de pression vendeuse, puisque tout de suite, 2 semaines à peine, 2 bougies, ça s'arrête et on repart à la hausse, peut-être qu'on va assister à quelque chose de fort agréable au mois d'octobre en Europe. À voir. Je ne dis pas que c'est une garantie, loin de là, mais il y a quand même quelque chose qui est peut-être en train de se tramer et je trouve que ça vaut le coup d'en parler parce qu'on a effectivement cet Eurostoxx 50, moi je trouve qu'il est très très constructif. Alors c'est vrai, il est lent, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal depuis le mois de mai à reprendre un chemin haussier, mais il n'y a pas de vendeur. Exactement, oui, mais si on compare ça maintenant avec les S&P 500 et en euros. Alors attends. Quand on voit ce graphique comme ça, on se dit... C'est pas mal. Non.
Alors oui, tu as raison. Alors on se dit c'est pas mal, ouais, mais si on regarde le chart du S&P, bah oui, non, mais là, on se dit le S&P il est à plus de magnifique. 9% au-dessus de son sommet du début d'année. L'Eurostock 50, il se traîne complètement. Voilà. Donc on se dit qu'est-ce que l'Europe a encore pris beaucoup de retard par rapport aux États-Unis. On sous-performe tout le temps. Déprimant. Voilà. Et pourtant pas du tout. Mais exactement. Parce que là, c'est intéressant quand même. Parce que pour un investisseur européen qui aurait donc joui de la force de l'euro par rapport au dollar, l'histoire dans son portefeuille concrètement n'aurait pas du tout été la même, puisque vous le voyez, l'Eurostock 50 est en hausse grosso modo de 12%, alors que le S&P en euros, lui, est sur 0. Ha. Donc, ça veut bien dire que il y a beaucoup d'articles et de contenu qui est toujours produit sur la tech et les marchés américains. Et moi, je suis étonné qu'on ne parle pas plus de l'Europe, parce que les moins 10% sur le dollar depuis le début de l'année, ça fait mal. Ça donne vraiment des arguments qui plaident pour être investi en zone euro, surtout quand on voit l'Europe du Sud qui cartonne comme elle l'a fait depuis le départ, enfin depuis le début du mois de janvier. Pas grand monde parle de l'Europe du Sud, tout le monde parle de l'IA, et je trouve qu'il y a une forme d'injustice, en tout cas si on se focalise sur les marchés boursiers, parce que les marchés boursiers, on y est parce qu'on veut investir et qu'on veut gagner de l'argent. Donc pourquoi continuer de parler de l'IA quand il y a effectivement de très très belles histoires qui sont en train de se passer en ce moment même en Espagne, en Italie, au Portugal et en Grèce. Donc tout ça, c'était pour vous dire que oui, les indices américains ont mis en place une formidable remontada depuis le mois d'avril. Mais encore une fois, on n'a pas à rougir, parce que quand on traduit cette performance en euros, c'est bien maigre. Et quand on regarde la perf des indices d'Europe du Sud, alors là, il y a pourquoi aller chercher du Nasdaq 100. On peut rester à la maison et aller sur des ETF, Grèce, Italie, Espagne, etc. et avoir une très belle perf dans son portefeuille, Falco. Ça nous amène à une discussion si le dollar va rester aussi faible dans les mois, dans les années qui viennent ou pas. Alors, dans les années, dans les mois, alors, je pense que le dollar va rester faible. Et je vais te dire pourquoi. Explique-nous, Laurent. Parce que Donald Trump le souhaite. Et Donald Trump, on a vu qu'il avait quand même du leverage sur les marchés, sur Scott Bessent. Et donc, les Américains veulent un dollar faible. Et donc, je pense que de toutes les manières, structurellement, on va avoir un dollar qui va rester faible. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que le dollar, qui a été très faible depuis le début de l'année, va continuer de baisser? Je crois qu'à court terme, en tout cas sur les prochaines semaines ou les quelques mois qui arrivent, la réponse est non. Pourquoi ça, Laurent? Je vous renvoie simplement à ce chart que vous connaissez bien, si vous êtes fidèle à cette émission et que vous connaissez la revue mensuelle des vagues d'Elliott, où on regarde ensemble les différents décomptes qui sont vraisemblables sur les actifs analysés une fois par mois. Et on est sur le dollar index, dans une phase de dépréciation qui a été extrêmement vive. On arrive maintenant depuis l'été dans une phase de consolidation. Je ne vous refais pas toute l'analyse elliottiste, vous pouvez aller sur l'émission en Elliott pour la voir. Mais l'idée, c'est que, à mon sens, on est en train d'assister à une halte temporaire de la dépréciation du dollar qui devrait reprendre. Et là, pour le coup, quand elle reprendra, ça veut dire que l'euro va s'apprécier face au dollar. Et donc, j'ai un point d'atterrissage autour des 92 points sur le DXY. Et ça correspond peu ou prou à 1,20, 1,20, non, plutôt 1,21, 1,22 sur l'euro-dollar. Mais dans l'immédiat, on devrait assister à une stabilisation du dollar. Et donc, à une halte de la force de l'euro par rapport au dollar. Alors, on revient donc en Europe et on se pose la question si les indices européens peuvent, de ce niveau déjà, rebondir à nouveau et faire plaisir aux investisseurs européens, non? Alors, effectivement, donc, on en arrive à
que faire? Et déjà, la première clé opérationnelle. Si vous avez suivi tout ce que je viens de dire, j'ai dit que l'euro va momentanément arrêter d'être si fort face au dollar. J'ai dit que l'Eurostoxx 50 est peut-être sur le point de repartir à la hausse. Et là, regardez, du point de vue de la participation, vous le voyez ici, ce qu'on a ici, c'est le pourcentage d'actions de l'Eurostoxx 50 au-dessus de leur MM50. Et on atteint une sorte de plancher à 40%. Alors, il n'y a pas encore le signal, mais si effectivement on avait une participation qui parvenait à s'élargir, c'est-à-dire avoir maintenant de plus en plus d'actions de l'Eurostoxx 50 qui sont au-dessus de leur MM50 et que là, on avait une accélération haussière au-dessus de la résistance, c'est un scénario que je trouve très intéressant parce que si d'un côté, on a une surperformance des valeurs européennes par rapport aux valeurs américaines qui va être moins forte parce que l'euro va être moins fort, mais qu'on va avoir ici une participation qui repart, peut-être que ça veut dire que c'est le moment de revenir tout doucement sur l'Europe. Vous y étiez déjà, mais peut-être qu'on a ici quelque chose qui est intéressant parce que l'euro va être encore une fois et sur un plateau, peut-être qu'il va baisser un petit peu. Donc si l'euro se remet à baisser, ça veut dire que la surperformance des valeurs européennes par rapport aux valeurs américaines, elle va s'arrêter. Et si en plus on a cette participation qui repart, il y a peut-être quelque chose à jouer. Voilà. Donc on verra, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se mettre en place sur les indices, enfin, sur l'Eurostoxx 50, avec cette résistance qui n'est pas dépassée, mais qui va peut-être l'être. Alors on a vraiment l'impression qu'il veut y aller, on va voir s'il y arrive ou pas. S'il y arrive, là on va avoir encore une fois plus d'homogénéité dans les flux qui vont arriver sur l'ensemble des valeurs de l'Eurostoxx 50, et ça c'est positif. Et si en plus on a un euro qui est un petit peu moins fort, ça veut dire qu'effectivement il y a quelque chose à jouer. Merci beaucoup Laurent, on va se faire le plaisir maintenant de retourner aux États-Unis. On regarde cette fabuleuse remontada depuis le mois d'avril. Et la question que j'ai pour Laurent, est-ce que ça peut continuer? Parce que c'est quand même incroyable cette hausse. Oui, c'est incroyable. C'est du, je ne sais pas, probablement on a déjà vu ça, mais pas dans la vitesse aussi forte. Ouais, c'est l'un des rallyes. Après Covid même pas. Même pas. Je ne pense pas que ça a été aussi rapide et que ça a duré aussi longtemps. Il y a eu quand même des phases correctives. Là, il y a eu zéro phase corrective. Donc, c'est le chart de notre revue hebdomadaire le vendredi. Une toupie comme mise en garde. On aurait pu écrire un doji. Alors, on voit ici qu'à travers le MACD, qu'il y avait une phase d'accélération extrêmement forte et que le MACD ne progresse plus. Ça veut dire qu'ici, on a un S&P qui est en vitesse de croisière. Donc en fait, il y a trois phases. Il y a la phase quand le MACD monte, ça veut dire que l'écart entre les deux moyennes mobiles qui le construisent est en train de croître. Donc c'est-à-dire qu'on est en pleine accélération. Ensuite, deuxième phase, le MACD devient plat. Ça veut dire que l'écart entre les deux moyennes mobiles qui le construisent reste stable, vitesse de croisière. Et cette vitesse de croisière, ce plat sur le MACD, ça peut déboucher sur un redémarrage, c'est possible, ou ça peut déboucher sur un retournement. Comme le S&P a considérablement progressé depuis avril, j'ai du mal à penser qu'on va repartir tout de suite à la hausse très très fort. C'est la raison pour laquelle je pense que ce flat sur le MACD est peut-être une source de préoccupation parce qu'on voit bien que les bougies sont en train d'avoir des corps qui sont en train de se compacter, de rétrécir. On a ce MACD qui est sur le point de croiser sa ligne de signal. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une mise en garde du marché actuellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait avoir peut-être quelques semaines de volatilité sur les indices US, sur le S&P, avec un retour tout à fait possible sur les 6400 points, peut-être plus bas,
6200 points, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est plus le moment d'acheter ce S&P dans l'immédiat parce qu'on a effectivement ce momentum qui est en train de ralentir. Merci beaucoup Laurent. Quels sont les autres éléments qui plaident pour une interruption temporaire du rallye actuel? Alors, d'autres éléments qui sont intéressants. Là, vous avez le McClellan Summation Index en données hebdomadaires sur 3 ans. Effectivement. Et en fait, on voit qu'on est dans un contexte extrêmement original. Parce que vous avez le S&P qui continue de monter. Et lui, il baisse. Et lui, vous avez le McClellan Summation Index qui baisse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme le McClellan Summation Index, il est calculé sur l'ensemble des actions du S&P, et que en fait, ce qu'il calcule, cet indice, très rapidement, c'est le nombre d'actions du S&P qui progressent, qui clôturent positivement, moins le nombre d'actions qui clôturent négativement. C'est très simplifié, mais c'est ça l'esprit. Après, il prend des moyennes mobiles, il regarde l'écart entre les moyennes mobiles, mais sur le fond, le Summation Index examine combien d'actions clôturent, là, comme on est en données hebdomadaires, au-dessus de la semaine précédente et combien clôturent au-dessous du cours de la semaine précédente. Et on voit bien qu'on a une contraction. Donc on a de plus en plus d'actions du S&P qui clôturent sous la semaine précédente. Or, on a un S&P qui continue de monter. Merci la tech. Ouais. C'est vraiment le moteur de la tech qui fait avancer le S&P. Et là où c'est intéressant, c'est que quand vous avez eu le Summation Index qui a croisé ici ses moyennes mobiles, dans le passé, on a eu 3 semaines de baisse. Quand ici il a croisé ses moyennes mobiles à la baisse, le S&P a continué de monter péniblement et puis il a baissé ensuite. Et là, le Summation Index a croisé à la baisse et le S&P continue de monter. Et il a fait ça quand? Quand est-ce qu'il a croisé en fait? C'était il y a longtemps en fait, non? Au mois d'août, pour simplifier. Donc depuis 4 semaines, il est à la baisse, mais il continue Donc, de monter. La règle est simple et vous en faites ce que vous voulez. On ne paye pas un indice, en l'occurrence en données hebdomadaires, ici à moyen terme, qui a un Summation Index qui est orienté comme ça à la baisse. Alors oui, c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. On peut avoir une attitude un peu différente et se dire, puisque j'ai un très mauvais signal sur le Summation Index, mais que mon indice continue de monter, je l'accompagne, je continue de l'accompagner, mais j'ai vraiment le doigt sur la gâchette, quoi. C'est-à-dire qu'au premier signal de faiblesse, il ne faut pas se dire « oui, mais ça va repartir », parce que là, le signal, il est catastrophique du point de vue du Summation Index. Donc, on va voir comment les choses vont se résoudre. Ça ne veut pas du tout dire que j'anticipe un retournement majeur de la tendance sur le S&P et que l'histoire qui a débuté en avril est terminée. Hein. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que depuis le mois d'août, on avait plutôt entre avril et août une hausse qui paraissait très saine, qui paraissait robuste, et depuis le mois d'août, on a une hausse qui l'est beaucoup moins. Alors, cette vulnérabilité temporaire peut peut-être finir par se régler par un redémarrage de la hausse, mais compte tenu de la progression, j'y crois pas. Donc moi, c'est un gros message de prudence que je vous donne aujourd'hui. C'est ma conviction personnelle. Ça peut encore monter 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on a cette configuration-là, ce n'est pas quelque chose qui doit donner confiance sur la capacité de l'indice à aller plus haut. Donc typiquement, ça serait bien d'avoir une consolidation, des flux qui reviennent plus bas pour relancer le mouvement et aller plus haut d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Laurent. Tu as trouvé encore d'autres éléments qui ne sont pas très positifs en fait? Oui, en fait ce que je voulais vous montrer également qui va dans le sens de ce McClellan Summation Index, c'est ici, vous le voyez, ce S&P qui progresse donc depuis le mois de juillet et ce faisant, le pourcentage d'actions du S&P au-dessus de leur MM50 n'arrête pas de baisser. Quand il a fait son top ici en juillet, il y avait 80% d'actions du S&P au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Quand il a fait son top ici au mois d'août, il n'y en avait plus que 75. Quand il a fait ensuite un top début septembre, il n'y en avait plus que 65. Et il vient de faire un nouveau top et il n'y en a plus que 57. Donc plus le S&P monte, moins il y a d'actions du S&P qui progressent avec cette hausse. Alors, de deux choses l'une.
soit vous dites, oui, mais on s'en fiche, puisque c'est la tech qui porte tout. Tant que la tech joue son rôle de locomotive et qu'elle tire les wagons derrière et que ça monte, tout va bien, je continue de participer. Ok, donc c'est une manière de voir les choses. La deuxième, ça serait peut-être de dire ok, mais vous voyez bien qu'il y a quand même un problème. On a envie de voir l'ensemble des actions du S&P progresser et pas simplement quelques méga capitalisations à plus de 3 000 milliards de dollars qui emmènent l'indice à la hausse. Parce que là, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Il faut, pour que ça soit, encore une fois, un contexte qui soit sain, il faut que l'ensemble, en tout cas que la majorité des actions soit en hausse. Or, quand on a à peine un peu plus de la moitié des actions du S&P au-dessus de leur MM50, ça pose quand même question sur la capacité à continuer. Donc pour le moment, ça continue, mais comme je l'ai écrit, S&P au top, mais fragile. S&P au top, mais fragile. On va parler maintenant des taux longs US. Et là aussi, ils ont baissé un tout petit peu, mais ils n'ont rien cassé. Non. Comment est-ce que tu vois l'avenir en fait, des taux US? Alors, c'est là que ça devient très intéressant. Parce que ce graphique des rendements du T-Note, il fait vraiment réfléchir. Il faut vraiment se gratter la tête pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment et pourquoi les taux longs sont en train de baisser en ce moment. Alors, il y a deux explications. En tout cas, j'ai deux manières de regarder cette situation. Et malheureusement, ces deux manières, elles sont toutes les deux négatives. Premièrement, donc, on a un rendement du T-Note qui était à 4,60, qui est redescendu à 4. Première hypothèse, on est sur un gros niveau de support et les taux repartent à la hausse. Alors, les taux repartent à la hausse et on peut se demander pourquoi les obligations vont baisser et les taux repartent à la hausse. Parce qu'on parle quand même beaucoup en ce moment de ralentissement du marché du travail. Qui dit ralentissement du marché du travail dit ralentissement de l'économie. Qui dit ralentissement de l'économie dit baisse des taux. Et en plus, la Fed doit a priori baisser les taux. Donc, comment on pourrait expliquer que les taux d'intérêt, qui n'ont pas cassé leur support du T-Note, repartent à la hausse? Ben là, en fait, ça repartirait à la hausse parce qu'il y aurait une défiance vis-à-vis de la Fed. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, Donald Trump met beaucoup de pression sur Jérôme Powell pour qu'il baisse les taux. Jérôme Powell, il résiste comme il peut. Mais Jérôme Powell, il va partir dans 8-9 mois, au mois de mai. Et le prochain président de la Fed sera un homme de Trump. Donc on aura très vraisemblablement, c'est le premier scénario, un président de la Fed qui sera plus à l'écoute de ce que souhaite le président des États-Unis et donc qui va baisser les taux. Le problème, c'est que si il baisse les taux de manière exagérée, l'inflation qui n'arrive pas à baisser grosso modo moins de 3%, elle repart à la hausse. Et si l'inflation repart à la hausse, ça veut dire que les taux d'intérêt vont repartir à la hausse parce que ça veut dire qu'on va avoir effectivement un risque de croissance des déficits publics et on va avoir un scénario où effectivement les marchés vont penser que la Fed n'est plus indépendante et que donc le nouveau gouverneur, le nouveau président de la Fed va baisser les taux parce qu'il va écouter Donald Trump et que derrière l'inflation, elle va repartir. Elle va repartir à 4, à 5, à 6. Et donc c'est ça que le marché pourrait pricer avec un redécollage à la hausse donc des taux d'intérêt. Donc si les taux du T-Note repartent à la hausse, ce n'est pas un super bon signal parce que ça voudrait dire qu'il y a potentiellement un contexte de défiance qui est en train de s'installer. Qu'est-ce qui se passe si les taux partent à la baisse, c'est-à-dire qu'ils cassent le support? Ben là, pour le coup, ça voudrait dire qu'effectivement, on va avoir un scénario de stagflation, c'est-à-dire de vrai ralentissement de l'économie annoncé par le marché du travail. Et donc, puisqu'il y a un ralentissement de l'économie, ben en fait, on va avoir les taux courts qui vont baisser, puisque la Fed va baisser les taux, et les taux longs qui vont baisser, puisque le marché va anticiper un ralentissement de l'économie. Donc,
Ça veut dire que ça monte ou que ça baisse, de toutes les manières, c'est pas pour les bonnes raisons. Si les taux remontaient à la hausse pour une bonne raison, c'est parce qu'on aurait des anticipations de croissance qui seraient revues à la hausse de manière répétée et qu'on ne parlerait plus de ralentissement du marché du travail. Maintenant, comme ce n'est pas exactement le cas, on est vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment très compliqué de comprendre ce qui est en train de se passer, mais sur le fond, si effectivement on avait une hausse ou une baisse des rendements, pour moi, c'est de toutes les manières quelque chose qui doit être interprété à ce stade-là des choses, je trouve, de manière plutôt négative. Merci beaucoup Laurent. On continue maintenant avec les matières premières. Et aussi, est-ce qu'on voit déjà ces craintes d'inflation sur les matières premières, Laurent? Ben là, c'est là que c'est extrêmement intéressant. Alors, quand on parle de matières premières, on va se concentrer sur les métaux industriels, parce que ce sont eux qui sont les plus impactés par le cycle économique et les anticipations d'inflation. Les métaux industriels, ils repartent à la hausse. Alors, ils n'ont rien franchi. Ils sont dans un range, il ne se passe plus rien depuis 2023. Il n'empêche que depuis, on va dire, le printemps, ils repartent à la hausse. Et donc, peut-être qu'une explication, alors, première explication des métaux industriels qui repartent à la hausse, croissance du cycle économique. Ce n'est pas vraiment là-dedans qu'on est. En Chine, il y a toujours des problèmes structurels pour relancer l'économie. Il y a toujours un problème majeur lié à l'immobilier. Aux États-Unis, on a bien vu qu'il y a quand même des grosses zones d'interrogation sur le ralentissement de l'économie. Et puis en plus, on va arriver l'année prochaine sur l'année des mid-term. On sait bien que c'est une année qui est souvent très compliquée sur les marchés boursiers aux États-Unis. Donc, pas de raison de croire à une explosion du cycle économique pour le moment. Alors, pourquoi ça pourrait monter, ces métaux industriels? Une explication possible, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la défiance vis-à-vis de la Fed. C'est-à-dire que le marché peut être en train de se dire que Jérôme Powell ne va pas rester, ça c'est une certitude. À partir de mai, on va avoir un président de Fed qui va être beaucoup plus perméable aux injonctions et à la pression de Donald Trump pour baisser les taux. Et si c'est ce qui arrive, parce que peut-être que ça n'arrivera pas, mais si c'est ce qui arrive, c'est porteur d'inflation. C'est clairement porteur d'inflation. Et donc là, ça veut dire que si c'est porteur d'inflation, il y a effectivement les métaux industriels qui repartent à la hausse. Donc, pour le moment, les métaux industriels ont des prix qui s'apprécient. Ça veut dire qu'on a un marché qui est en train de s'interroger sur la résurgence de l'inflation et que la question n'est pas réglée. Et si on passe au chart suivant... S'il te plaît, est-ce qu'il y a une autre manière de regarder les choses, c'est justement ce ratio de force relative, matière première contre obligation. Excellent. Et là, ce qu'on voit, c'est encore très mou. Il n'y a pas non plus péril dans la demeure. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis juillet 2024, on a quand même un ratio qui progresse. Et un ratio qui progresse, ça pointe vers quoi? Ça pointe vers inflation. Alors, je ne dis pas que l'inflation va bondir et va repartir là où elle était il y a 3 ans, mais ça veut dire qu'on est vraiment dans le dur en ce moment à 3%. L'inflation cœur, elle est à 3% aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le dur et que si on avait ce ratio qui devait dépasser cette résistance, là, pour le coup, ça voudrait peut-être dire qu'il y a effectivement une vraie défiance qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est à surveiller de près. Mais je trouve que le message à garder en tête de cette big picture, c'est que l'inflation aux États-Unis reste un sujet. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est alarmant, mais ça reste clairement un sujet. Et c'est la raison pour laquelle Jérôme Powell est tellement mal à l'aise en ce moment, parce que je pense il voit bien cette tension entre cette soi-disant faiblesse du marché de l'emploi et en même temps cette inflation qui ne baisse pas. Et il est vraiment sur une ligne de crête qui est très très compliquée à gérer. Il l'a dit, que c'était vraiment très très compliqué à gérer et qu'il ne fallait surtout pas anticiper qu'il y aurait beaucoup plus de baisse de taux. Et la Fed risque de décevoir, au moins jusqu'au mois de mai. Et si la Fed déçoit parce qu'elle ne baisse pas autant que ce que le marché souhaite, ça peut être un facteur de volatilité sur les marchés. Mais peut-être que finalement c'est ça qu'il faut faire, c'est ignorer le court terme et se projeter un peu plus loin.
Et si effectivement le prochain président, on parle beaucoup de Christopher Waller qui lui est plutôt dovish et qui est un petit peu dans la même mouvance que Stéphane Miran, et ben là ça voudrait dire qu'on peut avoir des baisses de taux. Et si on a des baisses de taux alors que l'inflation reste là où elle est, ça peut vraiment être un problème. Merci beaucoup Laurent, tout ça, ça devrait être quand même plutôt positif pour l'or, non? Oui, ultra positif. Ça peut continuer tout ça? Parce que là, on est à combien? 3000 quelque chose dollars, non? On est à 3870. Oh là là. C'est très très positif pour l'or et je pense que les investisseurs l'ont bien compris et c'est la raison pour laquelle ils achètent autant d'or. On a par ailleurs un autre problème, c'est le déficit public américain qui est en train de bondir et qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui souhaitent très très graduellement, sans créer trop de remous, sortir de cette dette US et de vendre des bons du Trésor, c'est-à-dire de se dédollariser. Et qu'est-ce qu'ils font? Et je parle surtout des banques centrales des pays émergents, ils achètent de l'or. Donc il y a des gros joueurs qui sont positionnés sur l'or et ça fait que si on a ce scénario de baisse du dollar souhaité par cette administration qui se confirme, de l'inflation qui ne rentre pas dans son tube et peut-être même un ralentissement de l'économie, bah franchement, on comprend pourquoi l'or monte autant. Ce que ça dit aussi, puisqu'on est dans the big picture, un gold qui monte aussi fort, c'est que les investisseurs jouent peut-être aussi une baisse des taux aux États-Unis, parce que quand les taux montent, bah, y a beaucoup moins d'intérêt à posséder de l'or. Quand les taux baissent, l'or retrouve un petit peu son lustre. Et quand on a un or qui monte autant, ça peut aussi signifier que les investisseurs se positionnent déjà pour assister à des rendements obligataires qui baissent. Alors vous allez dire, oui, mais alors si les rendements obligataires baissent, c'est plutôt positif pour les actions, puisque le loyer de l'argent est moins cher. Ben non, parce qu'en fait, ils baissent pour les mauvaises raisons. En fait, ils baissent parce qu'il y a un ralentissement de l'économie qui se met en place et donc risque de stagflation. Alors, ralentissement, ça serait plutôt dans un an, mais voilà, les investisseurs, ils se positionnent toujours à l'avance. Voilà tout ce que cela signifie. Et donc, un tableau vraiment, vraiment compliqué. C'est pas évident d'y retrouver ses petits dans ce contexte actuel. C'est la raison pour laquelle j'ai tenté de faire une synthèse. Ah, la conclusion. Voilà, pour essayer de vous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans tout ce que j'ai raconté. Donc je reprends point par point. Et on va lire Laurent. Voilà, ligne par ligne. On y va. Les USA ont largement surperformé l'Europe, mais la force de l'euro a grandement atténué cette situation. Merci l'euro, merci l'Allemagne. Deuxièmement, la force de l'euro devrait ralentir maintenant, au moins temporairement, lors des tout prochains mois. Mais la participation devrait s'élargir en Europe. Et le secteur de la tech US, qui est le moteur de la hausse, on l'a vu, est devenu cher, donc il est vulnérable. Donc qu'est-ce que ça veut dire opérationnellement? Ça veut dire qu'il faut toujours rester exposé aux États-Unis. Toujours, Falco. Le toujours est central. Il faut toujours être exposé aux États-Unis. Mais peut-être rééquilibrer un peu son portefeuille en faveur de l'Europe pour les raisons qu'on a vues. La Fed maintenant. La Fed va baisser les taux, mais première hypothèse, elle va les baisser moins que prévu. Jérôme Powell résiste. Voilà. Donc jusqu'en mai, il dit non, 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 je baisse 2 fois, mais j'entame pas un cycle de baisse, etc. Parce qu'il explique l'inflation est résiliente. Et ça peut générer une déception de la part des investisseurs qui sont tous au taquet pour voir cette baisse de taux. Deuxième hypothèse, on y va. La Fed baisse les taux de manière plus significative. Et alors là, peut-être que les marchés actions seront contents à très court terme, mais les investisseurs internationaux, eux, ils ne vont pas être contents. Et ça va créer un climat de défiance vis-à-vis de par rapport à l'indépendance de la Fed. Et ça peut être un facteur de vente des bons du Trésor et de résurgence
de l'inflation, parce que justement, avec des taux qui baissent, ça va faire monter l'inflation et on va assister à des sorties qui peuvent effectivement être plus importantes. Donc, ça veut dire que la Fed, elle n'est vraiment pas dans une bonne situation et que qu'elle choisisse l'un ou l'autre scénario, c'est soit de l'inflation, soit de la déception. Donc, le message, c'est attention. Alors, ceux qui vont en profiter, c'est les métaux précieux et c'est les métaux industriels. Les obligations, ça va peut-être être la grande histoire de 2025 parce que tout le monde est en train de se positionner. Ouais, les taux vont baisser, il faut acheter des obliges, etc. Moi, je ne suis pas du tout aussi sûr de moi que c'est le scénario qu'il faut jouer. Peut-être que justement, parce qu'on va avoir un Jérôme Powell qui résiste, on va voir, et qu'on va donc avoir cette déception parce que les taux vont rester élevés et que donc les obligations ne vont pas baisser. Voilà, donc cette histoire au niveau des bonds, elle est loin d'être jouée et ça va peut-être être la grande histoire de l'année prochaine avec une très très grosse déception parce qu'encore une fois, les attentes sont très importantes par rapport à la hausse du prix des obligations. Aux États-Unis, il faut toujours garder de la tech. Ne comprenez surtout pas aujourd'hui que j'ai dit qu'il fallait vendre de la tech. La tech, il faut tout le temps en avoir. Il faut tout le temps avoir des actions américaines. Il faut tout le temps avoir de la tech. Mais une fois qu'on a dit ça, octobre pourrait réserver des surprises parce qu'on va avoir la publication des résultats, parce qu'on est déjà en train de lire ici et là en sous-marin qu'il y a des analyses qui commencent à dire que les attentes sont revues à la baisse par rapport aux résultats de la tech et qu'il pourrait y avoir en octobre un petit peu de volatilité si la tech ne délivre pas aussi bien que les trimestres précédents. Et donc, on pourrait avoir sur octobre un petit peu de mouvement, mais sur le fond, a priori, on devrait retrouver des flux acheteurs sur novembre et décembre. Et puis pour terminer, 2026, il y a toujours un scénario de ralentissement qui pour moi reste tout à fait dans les cartons. C'est tout à fait possible que c'est quelque chose qui arrive. La tech, elle commence, même si c'est vrai, les valorisations des 7 magnifiques, quand on les met en perspective par rapport aux valorisations de 2000, on est encore sous ces valorisations parce qu'on a quand même des gros bénéfices qui sont générés trimestre après trimestre et ça fait mécaniquement baisser le PER. Il n'empêche que c'est quand même de plus en plus cher. Donc attention, moi je serais plutôt d'avis en synthèse de réallouer un petit peu de son portefeuille américain aux valeurs européennes et pour ce qui reste des valeurs américaines, réallouer un petit peu d'actions de la technologie vers des valeurs plus défensives, notamment des staples, c'est-à-dire les biens de consommation courante, et les valeurs qui distribuent des dividendes. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il n'y a pas qu'ici. Alors c'est vrai que les valeurs de croissance, Microsoft, ils versent des petits dividendes, bon, bref. Mais il y a d'autres valeurs qui distribuent des très beaux dividendes, et par conséquent, ça doit être à mon sens quelque chose qu'il faut considérer. Merci beaucoup Laurent pour cette émission ultra complète, The Big Picture. C'est cela du 30 septembre 2025. On se retrouve dans 3 mois pour une nouvelle émission. Ici sur The Channel, on se retrouve ce soir à 18h pour notre émission 100% marché. D'ici là, bon après-midi à tous et grand merci à toi Laurent pour cette émission. Merci Falco, bonne soirée.